Est-ce que LVMH a un avantage concurrentiel? Question simple posée à ce prompt faisant partie de la bibliothèque de prompts de base que vous allez retrouver en description de la vidéo. La réponse, vous la connaissez tous, hein. La réponse est bien évidemment oui, mais l'avantage concurrentiel sera plutôt à quel niveau? Au niveau des actifs intangibles, il est plutôt large et stable. Donc au niveau de l'intangible ici, le rempart économique de LVMH appuie sur une concentration unique au monde de marques séculaires, donc que ce soit Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany, donc Pérignon Hennessy, Château d'Yquem. Donc, ces marques bénéficient d'un pouvoir de fixation des prix remarquable, leur permettant de répercuter l'inflation tout en maintenant des marges brutes élevées. L'impossibilité pour un nouveau entrant de répliquer des décennies d'histoire associées à un contrôle strict de la distribution mondiale, près de 6280 magasins sous gestion directe, verrouille une position dominante sur le segment haut de gamme. Donc, ici, est-ce qu'on a un network effect? Pas vraiment, parce que l'utilité ou la valeur perçue d'un sac de maroquinerie ou d'un flacon de parfum n'augmente pas à mesure que le nombre d'utilisateurs s'accroît. Donc, est-ce qu'on a ici un switching cost? On dit ici que l'industrie des biens personnels d'exception et de la haute couture, enfin, dans l'industrie, excusez-moi, des biens personnels d'exception et de la haute couture, les acheteurs ne subissent aucune contrainte contractuelle, technique ou financière lorsqu'ils choisissent une marque concurrente. Donc l'arbitrage entre Louis Vuitton, Hermès ou Chanel s'effectue librement à chaque acte d'achat. Donc l'attachement de la clientèle repose exclusivement sur le désir de statut social et la valeur perçue de la marque et non sur un verrouillage d'usage ou une complexité d'intégration. Vous allez remarquer que quand on faisait la même chose sur Hermès, on avait à peu près la même chose. On avait intangible, surtout, qui était le véritable avantage concurrentiel également ici. Et surtout, comment quand on parle d'intangible? Oui, il y a la marque, mais également il y a le contrôle de la perception de valeur de la marque. Comment? Peut-être par l'entremise des magasins, peut-être qu'en ne faisant pas les soldes, peut-être qu'en produisant un petit nombre de produits. Donc c'est important parce qu'il ne suffit juste pas de dire que c'est intangible. Il faut comprendre comment est-ce que intangible là fonctionne clairement. OK? Donc, ensuite, on regarde l'autre élément qui est le low cost production, qui est bien évidemment présent même chez Hermès. Donc, LVMH dispose d'un avantage de coût d'échelle significatif par rapport aux acteurs indépendants du secteur. On a bien dit indépendants. Donc, cet avantage peut se matérialiser ici dans des conditions de négociation des emplacements immobiliers d'exception. Donc, si LVMH arrive dans la zone, il y a de fortes chances que la zone soit de plus en plus achalandée ou bien qu'il y ait un certain type de, de clientèle. Donc, ce qui veut dire ici que vous, en tant qu'immeuble, vous allez peut-être accorder un tarif préférentiel tout simplement parce que vous savez que ça pourrait faire monter la valeur du bien immobilier. Ouais, ça arrive. OK, donc vous avez également ici l'optimisation des achats d'espaces publicitaires globaux. Vous avez également ici la capacité d'approvisionnement globalement, donc avec les tanneries, les domaines viticoles, ce genre de choses-là. Euh, donc, enfin, quand on dit contrôle d'approvisionnement rare, donc surtout dans la partie vin et spiritueux, il y a des domaines d'appellation contrôlés ici, donc qui ont tendance ici à faire partie. Ce sont des avantages concurrentiels rares. On pourrait même les mettre au niveau des. Est-ce qu'on pourrait. C'est surtout des intangibles, ce genre d'éléments-là. OK? Donc, ça pourrait rentrer également dans la barre des intangibles globalement, même si ce sont parfois des actifs physiques ici. Mais voilà. Donc, ensuite, au niveau des risques, comme d'habitude, hein, on va parler des risques actuels, que ce soit le ralentissement prolongé des dépenses de consommation sur les marchés asiatiques et associé ici à des incertitudes géopolitiques. Et la question que vous devez vous poser, c'est temporaire ou durable? Pour moi, c'est temporaire. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent que oui, mais les Chinois, ils vont avoir tendance à développer leurs propres produits de luxe, etc. Rappelez-vous plus haut. Vous pensez on devient Louis Vuitton en un jour ou Dior en un jour? Non, pas du tout. Rappelez-vous également de cet élément-ci. L'attachement de la clientèle repose exclusivement sur le désir de statut social. Le désir de statut social. Même si vous faites le même produit, avec les mêmes, donc le même produit identique. Dès le moment où je mets LVMH et que toi tu mets ta marque, je sais pas moi, Jiangsu,
Je n'ai pas de problème avec les chaînes, c'est un exemple. Hein. Ou bien tu mets ici ta marque qui s'appelle China. Excuse-moi, même si au même prix, il y a de fortes chances que mes produits se vendent plus rapidement. Sauf par exemple si on force les gens à acheter uniquement cette partie-là. Et ce n'est pas impossible, mais l'être humain est très particulier et c'est pour ça le désir de montrer son statut social est souvent plus élevé que tout. Donc, on ne peut pas. C'est quelque chose qui est difficile ici à. Enfin, c'est un élément qui ne peut pas être changé aussi facilement. OK? Donc, ça prend des décennies, des années. Et parfois, même quand même ça serait interdit. Qui n'aime pas l'interdit? C'est quand c'est interdit même que ça se vend encore plus. D'accord? Bref, je continue ici au niveau des risques, etc. La concurrence, voilà, vous la connaissez ici. Donc, si LVMH a un avantage concurrentiel qui ne sera jamais un intangible pour ce genre d'entreprise, ok, comment est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Eh ben, c'est simple, on va aller vérifier. LVMH, MC. Alors là, enfin, entre parenthèses, le ralentissement a commencé depuis très longtemps ici. Je dirais que ça, c'est même juste par rapport au rattrapage de 2023 ici, parce qu'on a eu littéralement ici une explosion, sans compter l'acquisition, etc. On revient juste à quelque chose de normal. Donc ici, on a une baisse des revenus, certes, mais également, est-ce que les marges brutes se sont effondrées? On va se dire ici que c'est plutôt resté, enfin, par rapport au plus haut, on va dire oui, mais ça c'est 68% et là c'est 66%, donc c'est presque la même chose. On ne peut pas tirer des conclusions si on ne regarde pas quoi la marge EBITDA. Nous sommes en période difficile dans le marché du luxe et l'entreprise arrive à maintenir ses marges. Ok, les marges 29%, 25%, c'est quand même 4% en moins ici. Ça veut dire ici que les dépenses opérationnelles sont difficilement compressibles, pas impossibles, d'accord? Donc c'est difficilement compressible ici. Donc techniquement, on reste à peu près à des niveaux qu'on a connus en moyenne dans les années précédentes. Hein. Donc on a eu des plus bas sur les 10 dernières années, les plus bas ici c'était à peu près aux alentours de 2020, enfin, ne prenons pas la pandémie, mais aux alentours de 22%. Donc, globalement, on reste sur une certaine moyenne. Et là, rappelez-vous, nous sommes en période difficile, OK? Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elle tient. Net income, free cash flow, nous sommes en période difficile. Est-ce qu'on a les free cash flow et net income vont dans le même sens? Free cash flow a tendance à être plus élevé que net income. Encore une fois, un point positif pour cette compagnie. Dette net sur EBITDA, nous avons quelque chose inférieur à 1, enfin aux alentours de 1, et nous sommes encore en période difficile. Donc, dette nette du point de vue volume, ça correspond ici à 23 milliards. D'aucuns diront que c'est beaucoup, mais on repaye la dette avec les free cash flow qu'on peut repayer en moins de 2 ans. Donc, globalement, est-ce que ça vaut même la peine de prendre la dette nette dans les chiffres ici de valorisation pour cette compagnie? Alors, je pense qu'on va dire qu'on cette fois-ci, on ne va pas prendre la dette nette ici. Donc, c'est un business qui se négocie. Le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ce type d'entreprise? Vous comprenez qu'il va pas. Ça va être très rare de payer moins de 20 fois les bénéfices ici. Très, très rare. Donc ici, cash flow, enfin bénéfices, on est aux alentours d'une vingtaine de fois ici. S'il y a de la croissance, etc., quand tout va bien, on peut monter à 25 fois. Mais bon, 20 fois, prenant en considération les taux d'intérêt, etc., c'est correct. C'est pas forcément legit par rapport à la période actuelle. Alors, si on prend maintenant le price to cash flow, operating cash flow, combien en moyenne? Enfin, déjà, je sais que je ne vais pas dépasser 15 parce que on est à peu près dans ces eaux-là. Ok, même si c'est souvent, voilà, on va se limiter à 15 ici. Ce qui veut dire que quand je reviens donc ici, au niveau de Fastcraft, nous avons les attentes des analyses en 2028 au niveau des cash flows opérationnels, parce que c'est la métrique que je vais utiliser ici. Au niveau des cash flows opérationnels, les attentes sont de plus en plus élevées, donc on s'attend à peu près à 657 d'ici 2028. Mais attention, 657 d'ici 2028, est-ce que les attentes sont de plus en plus optimistes, de moins en moins optimistes? Globalement, elles sont optimistes, mais vous voyez qu'il y a des variations. Donc, il y a 12 mois, quand on était en 2025, les attentes de 2026 ici étaient de 40. Aujourd'hui, c'est 36, une baisse de près de 10%. Il y a 12 mois, les attentes de 2027 étaient à 43, enfin 43,93. Aujourd'hui, c'est presque, disons, 40. Et il y a 3 mois, les attentes ici de 2028 étaient à 44,42. Aujourd'hui, c'est 43,80. Et rien ne nous dit ici que ça ne va pas se retrouver à 41 ou bien à 42. Donc, on ne va pas essayer, ça ne sert à rien de vouloir trop extrapoler. On a identifié le bon business. C'est un business qui a tendance à contrôler ses marges, même en période difficile. On voit que tout le monde souffre, mais elle souffre moins que les autres.
Et donc, il y a de fortes chances qu'elle puisse générer à peu près le même niveau de bénéfice qu'elle a pu avoir en 2021. Disons en cash flow. Commençons par là. Ne cherchons même pas à avoir plus que ça. D'accord? Ça donne combien? À peu près aux alentours de 555 euros l'action. Donc, ça serait déjà un bon début, 555 euros. Ça peut être bien plus que ça, je dis, le chiffre d'affaires, elle peut augmenter les prix, le marché peut reprendre. Mais déjà, si on reste juste sur ces niveaux-là, on a quelque chose d'intéressant. Maintenant, à vous de voir si c'est un élément sur lequel vous aimez orienter vos cash, etc. Donc, je mets 655. Je vais mettre ici la date d'aujourd'hui. Donc, je me suis basé à peu près sur les operating cash flow de 2021. C'est bien ça? Oui, je prends 2021 parce que je sous-entends que l'entreprise est capable de rapporter à peu près la même chose sur les années à venir. Non, j'aurais même pu prendre ceux de 2025 parce qu'ils sont même plus élevés. Attention. Voilà, je vais juste enlever le prix. Voilà, on va garder ça. Je prends ceux de 2000. Voilà, ceux de 2025. Donc, on va prendre 670 ici. Ça reste à peu près la même chose. Donc, 570 plutôt. 570. Maintenant, bien évidemment, il ne suffit juste pas de dire, OK, c'est 570, 555, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce qu'on est capable de générer ce chiffre-là? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? OK? Donc, operating cash flow de 2025. Donc, X15, X15, operating cash flow de 2025. Donc, c'est vraiment le pourquoi qui est plus important. Maintenant, elle distribue un dividende, etc. On paye le dividende avec les free cash flow. Il y a de grandes chances que ce dividende-là soit payé ici. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Globalement, si vous distribuez la totalité des free cash flow en bénéfice net, vous avez 5,52. Si on les prend ici en ajusté, c'est à peu près aux alentours des 4,60. Et voilà, il y a de grandes chances que ce dividende-là au moins reste à ces niveaux-là. Voilà. Donc, LVMH, tirer les conclusions qui s'imposent. Moi, j'aime bien comme je dis toujours, c'est en période difficile que vous reconnaissez les entreprises, comment on dit ça, les entreprises qui sont les mieux positionnées sur le long terme. Il faut voir comment est-ce qu'elles se comportent. Vous avez LVMH, période difficile. Regardez comment elle se comporte. Vous avez Kering, période difficile. Regardez comment est-ce qu'elle se comporte. Et maintenant, faites un choix entre les deux. Et même pas faites le choix. Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? Une fois que vous comprenez la différence entre les deux, ça sera très, c'est un plan ou bien un pattern que vous allez utiliser sur d'autres entités dans ce domaine d'activité. Parce que quand vous entendez luxe, ça doit sonner comme OK, luxe, mais tous les luxes, toute compagnie dans le domaine de luxe ne se ressemblent pas. Il y en a certaines qui sont mieux positionnées que d'autres. Ici, par exemple, Ferrari et LVMH font la même chose. Quand je dis la même chose, par rapport à la stratégie, c'est la même. On contrôle la rareté. LVMH ne fait pas la même chose dans toute sa gamme de produits. Okay? Certains dans sa gamme sont à peu près ressemblent à l'équivalent ici de Favre. C'est à peu près la même stratégie que Hermès dans certaines maisons, mais pas dans toutes les maisons. Kering, voilà. Donc vous voyez que maintenant, à long terme, laquelle vous allez sélectionner. Bref, je ne suis pas ici pour vous convaincre d'acheter X ou Y. Voilà, je donne juste mon ressenti par rapport à comment est-ce qu'il faut voir. Moi, je vois les choses s'il faut analyser ce type d'entreprise-là. OK? Donc, un like, un abonnement. Enfin, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, la bibliothèque de prompt de base est en description de la vidéo. Cette compagnie, au prix actuel, c'est pourquoi pas.